Quand j'en parle, les gens de gauche sont horrifiés, etc. La première loi de protection animale en France, on la doit à un député de droite. À mon avis, elle fait du mal à l'écologie, au féminisme. Si une cause est trop étiquetée d'un côté ou de l'autre, elle peut rebuter l'autre camp. Au cœur de leur doctrine, il faut de la diversité, mais alors c'est que de la diversité raciale. Il faut arrêter la pensée binaire, vous êtes avec nous ou contre nous. La cause animale est-elle une affaire de gauchistes? Doit-elle se restreindre à un bord politique? Au contraire, faut-il la rendre transpartisane? Peut-on défendre les animaux et être de droite? Les écologistes sont-ils des ennemis ou des alliés des animaux? Que de questions étranges et profondes et qui, je pense, n'ont pas manqué de vous interpeller. Aujourd'hui, nous allons parler de la diversité idéologique au sein du milieu animaliste. Et qui de mieux pour en parler que Pierre Sigler? Pierre Sigler, bonjour. Bonjour. Pierre Sigler, tu es un documentaliste, ex-rédacteur au Cahier Antispéciste, l'une des plus influentes revues animalistes en France, auteur du journal La Mort, au journal La Mort, notamment de 2 articles sur la psychologie morale, co-auteur du livre La Révolution antispéciste, paru avec Yves Bonnardel et Thomas Lepelletier, salarié à Mission Sentience, une association qui vise à vulgariser le concept de sentience et l'idéologie qu'il y a derrière, le scientisme. Je précise que je n'utilise pas le terme idéologie dans un sens péjoratif. Tu es conférencier aussi, tu as fait des conférences sur les poissons, la pisciculture, et plus récemment sur un aspect que je qualifierais de diversité idéologique dans le milieu animaliste. Tu as donné des conférences comme la pluralité des valeurs, l'animalisme est-il condamné à rester cantonné à gauche, ou encore une écologie soucieuse des animaux. Et donc nous allons un peu explorer dans cette interview ces aspects politiques, les liens entre l'animalisme et la gauche et la droite, les liens entre l'animalisme et l'écologie. Et souvent tu les abordes avec un regard assez critique envers une partie du mouvement animaliste. Et donc la première question que j'aurais à te poser, déjà, est-ce que, si tu veux apporter d'autres précisions pour te présenter, n'hésite pas. Et aussi, qu'est-ce qui t'a motivé à réfléchir sur cet aspect diversité idéologique dans le mouvement animaliste? Si je dois donner une date, c'est la lecture du livre de Jonathan Haidt qui m'a passionné. Alors, il y a beaucoup de gens, quand j'en parle, les gens de gauche sont horrifiés, etc., mais, euh, qui parlent de psychologie morale et politique. Parce que bon, j'avais un intérêt avant pour la psychologie morale, et puis, mais je me demandais aussi quelles sont les causes de pourquoi, pourquoi il y a tant de désaccords, quels sont les. Puisque naïvement, on pense, ouais, j'ai de super arguments, et puis ça convainc pas. Donc, et puis, La... oui, Ah oui. et puis surtout, je- j'étais navré par la polarisation politique, le fait que beaucoup de gens ils disent des trucs parce que voilà, à gauche il faut être, il faut, quand tu es de gauche, tu es obligé de défendre tout un tas de trucs. Quand tu es de droite, il faut être contre l'écologie. En fait, l'idée, c'est qu'il y aurait un certain package idéologique qu'il faudrait Voilà, forcément voilà, c'est le être... mot que je cherchais. Voilà, oui, exactement. C'est exact, c'est l'expression que j'emploie, package idéologique. Mais alors, ça, c'est un peu. Je pense que le système des partis accentue ça, puisque quand tu dois voter, tu es obligé de prendre tout un package. Et après, les politiciens font semblant de croire que tous les électeurs adorent tous les points de leur programme, alors que souvent, tu choisis celui qui te déplaît le moins. C'est vrai que un truc qui apparaît aussi avec ce package idéologique, c'est que on peut entrer en désaccord avec quelqu'un, alors qu'au fond, on a beaucoup de mêmes valeurs. Typiquement, on l'abordera peut-être après. Il y en a qui peuvent être d'accord sur, par exemple, il faut améliorer le sort des animaux, et qui vont commencer à se chamailler sur quel candidat voter parce que l'un défend les animaux, mais en même temps, il défend des trucs qui ne nous plaisent pas. Et finalement, ça fait qu'on va se polariser, alors qu'on a aussi pas mal d'idées en commun. Je pense que oui, il y a une raison, c'est qu'il faut. On aime avoir une sensation de cohérence idéologique. Et d'ailleurs, souvent, on s'illusionne beaucoup sur notre propre cohérence, parce qu'on voit les incohérences des autres et pas les nôtres. Et voilà, donc pour avoir,
et donc on tait toutes les contradictions qui peut survenir dans votre esprit. Parce que en fait, c'est une situation inconfortable d'être sceptique sur plein de sujets. Tu vois, un autre truc, ah oui, les isméphobies. Je me suis je suis devenu très méfiant pour tous les concepts racisme, spécisme, sexisme, etc. Parce que je me suis aperçu qu'on les employait, leur domaine de validité c'est beaucoup étendu, où on s'est mis à appeler jusqu'au point actuel où en fait, pour certains, tout désaccord avec leurs idées est considéré comme du sexisme, de la transphobie, etc. Mais je me suis aperçu sur moi-même que j'avais des intuitions que tel truc était euh, homophobe ou islamophobe, alors que j'avais aucun argument. En fait, c'était par mimétisme social, parce que et du coup, voilà, je me suis désintoxiqué. Je me suis dit non, vraiment ces concepts, faut vraiment les utiliser avec parcimonie, parce que ça devient c'est des armes rhétoriques en fait. On- Quand on qualifie quelqu'un de raciste, c'est pour le disqualifier. Et puis, comment tu veux te défendre? Tu vois, très tôt, je m'étais aperçu ça pour les accusations d'antisémitisme qui étaient très fréquentes au début des années 2000. Bon, et là, ça va recommencer. C'est parce qu'il y avait la guerre au Proche-Orient. Aujourd'hui, ça va recommencer puisqu'il y a une nouvelle situation de guerre. Mais on qualifiait un peu tout le monde d'antisémite, et comment tu veux te défendre? Parce que si tu dis c'est pas vrai, on va dire ben, les antisémites, ils disent que c'est pas vrai puisque c'est illégal. Après, tu dis oui, mais en fait, j'ai pas voulu dire, c'est pas ce que j'ai voulu dire, vous avez mal interprété mon propos. Ah oui, mais les antisémites, ils parlent de manière. Ils, ils s'expriment de manière cachée, indirecte, puisqu'ils ils veulent pas apparaître pour antisémites. Donc, t'as rien pour te défendre. J'aimerais développer un peu sur les mauvaises utilisations du terme spécisme. Imaginons par exemple que je propose des mesures pour empêcher les chats de chasser les oiseaux pour sauver ces derniers. Alors là, certains me répondront, ben non, c'est du spécisme, tu imposes ton choix au chat. Mais non, c'est pas ça le spécisme. Le spécisme, c'est considérer que le critère de l'espèce en tant que tel a une importance morale, en l'occurrence une souffrance aussi intense qu'elle soit vécue par un chat ou par un oiseau a la même valeur. Simplement, les oiseaux souffriront plus d'être attrapés et tripés que les chats souffrirait, à la limite il souffrirait d'une légère frustration pendant quelques minutes, mais c'est raisonnablement beaucoup moins. En disant que imposer ses choix à un animal c'est du spécisme, on élargit la gamme de validité de ce terme, et je peux vous assurer que généralement ça n'aide pas à éclaircir le débat. Ok, je vois. Donc un certain parcours avec une rencontre avec Jonathan Hyde. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur ce que disait Jonathan Hyde? Parce que je m'intéresse à la psychologie morale depuis longtemps. Parce que tiens, voilà pourquoi j'ai commencé par la question pourquoi certaines personnes sont déontologistes et d'autres plutôt conséquentialistes. Donc je me suis intéressé à la psychologie morale pour ça. Et Jonathan Haidt c'est un des chercheurs les plus importants des 20 dernières années sur le sujet. Alors, il a montré que l'intuition est première. En fait, on a d'abord des intuitions qu'on cherche à justifier après coup par des arguments. Et en partie sont très intuitifs, plutôt les intuitions déontologistes. Alors ça c'est un autre chercheur, c'est Jonathan Gray, qui a montré ça par des expériences par IRM où on s'apercevait que la réponse déontologiste était intuitive et la réponse des conséquentialistes faisait appel au système plutôt réflexif. Tu sais, c'est le concept système 1, système 2. Le système 1, c'est le système rapide, c'est les parties du cerveau qui fonctionnent de manière rapide, très rapide et intuitive, donc elles sont très efficaces dans la vie de tous les jours. Et tu as le système 2, c'est le mode manuel qui demande une réflexion consciente et qui, qui permet de surmonter les limitations du système 1, mais qui est beaucoup plus lente, donc on ne peut pas s'en servir tout le temps. Ok, ok. Et Haid l'a montré avec
des, en créant des histoires où il y avait des crimes, des crimes sans victime. Alors bon, donc bon, l'exemple typique du crime sans victime, c'est l'homosexualité, alors, qui est plus considéré comme un péché aujourd'hui. Mais il l'a montré dans le cas dans l'histoire, dans une des histoires qu'il racontait, c'était une affaire d'inceste, mais qui était tournée de façon à ce que tous les effets négatifs soient supprimés. Donc c'est un frère et une sœur qui couchent juste une fois, ils n'ont aucun dommage émotionnel. Euh, le, le, la fille prend la pilule, le mec a mis un préservatif, donc il n'y a aucun risque de grossesse consanguine. Au contraire, ça les a rapprochés, donc il n'y a eu que des conséquences positives. Et on demande aux gens, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Et il y a des gens, ils disent, ah, non, c'est immoral. Alors, on leur demande pourquoi. Alors, ils sont un peu emmerdés, ils cherchent, ils disent, ah oui, mais il y a le problème le, les rapports incestueux, ça produit des enfants consanguins. Puis là, on leur rappelle, non, mais attends, ils ont pris 2 contraceptions, donc il n'y a pas de... Ah oui, c'est vrai. Euh, ah oui, mais ça peut quand même avoir des conséquences psychologiques, non? Ah non, mais merde, il y avait l'histoire dit bien qu'il n'y a aucune conséquence. Et à la fin, les gens ils disent, ben je sais pas. Non, je pense que c'est pas bien, mais je saurais pas vous dire pourquoi. Ah, ça montre bien qu'ils étaient arrivés à la conclusion c'est pas bien, non pas à travers un raisonnement, mais plutôt juste c'était intuitif, cette intuition, et puis en fait, ils savaient Et pas trop. voilà. Et Joshua Green, oui, Joshua Green a montré qu'en fait, il y a un, on peut faire changer d'avis aux gens en leur expliquant. Alors, cette intuition que l'inceste est mal a évolué pour une raison claire, c'est que les rapports consanguins produisent des enfants à plus haut risque de maladie. Mais aujourd'hui, avec la contraception, il n'y a plus ce problème, donc l'intuition est devenue obsolète. Et donc, sachant que vous avez eu ce jugement sur la base d'une intuition obsolète, est-ce que vous allez changer d'avis? Et là, les gens disent, ah ben oui, peut-être. C'est vrai que si on laisse aux gens cette intuition, ben, elles vont se dire oui, je l'ai, il y a forcément une raison d'être. Si on explique d'où elle vient, peut-être que là, ça va leur faire prendre un peu plus de recul et ils vont se dire ah oui, peut-être que je vais moins me fier sur cette intuition en particulier et me dire que c'est un crime sans victime. C'est-à-dire que c'est possible quand même de changer nos intuitions à condition de savoir les caractériser un peu, de regarder leur provenance. Mais souvent, il peut arriver aussi que de trouver la raison des intuitions peut nous faire conclure que bah oui, c'est une bonne raison. Mm. Dans la vie de tous les jours, beaucoup de nos intuitions sont, sont très utiles dans la vie sociale, dans les rapports. On fonctionne qu'à l'intuition parce que ça marche très bien dans nos rapports avec notre famille, nos proches. Là où notre intuition a des limites, c'est quand on raisonne au niveau politique. Là, ça peut être merdant parce qu'on n'a jamais, on n'a jamais évolué dans des sociétés complexes comme celle d'aujourd'hui. Et tu as le psychologue Bloom qui a écrit un livre qui s'appelle Against Empathy. Il donne plusieurs exemples où notre empathie ne fonctionne pas dans les cas où où on a un raisonnement un peu politique. Quand on fait des dons à l'humanitaire, on est beaucoup guidé par l'empathie, voilà, par l'émotion, et du coup, notre don est beaucoup moins efficace que si on avait une attitude beaucoup plus froide de maximisation de l'efficacité comme peut le défendre l'altruisme efficace. Mm. Voilà, les gens vont... Tu as un truc qui est que très bizarre qui a été découvert, c'est que les gens sont plus touchés quand il y a un individu qui est dans le besoin et qui souffre que quand il y en a deux ou quatre ou 10. Alors, c'est Oui. très bizarre. Et donc, si on en revient à la psychologie morale, euh, ce que défendait Jonathan Haidt, si je ne me trompe pas, c'est aussi que les humains sont
sont fondées sur 6 grandes valeurs. Et je crois que ça expliquait en partie les désaccords politiques. Voilà, et c'est ça qui m'a super intéressé. Voilà, ça éclaire l'éclairage politique et ça peut, bon, moi j'en parle beaucoup parce que ça peut réduire la détestation que produit la polarisation politique. Et il a montré que les gens de gauche se méprenaient plus sur les gens de droite parce que les gens de gauche, sur les 6 fondations, se focalisent sur 3. Plus tu es à gauche, plus tu valorises les 3 premières fondations qui sont le bien-être, la justice et la liberté, et tu sous-estimes les 2 autres qui sont la loyauté, l'autorité et la pureté. Alors la pureté, c'est un petit peu fourre-tout. C'est une fondation qui a évolué à partir de la version gustative, la version contre le pourri, le goût amer qui, voilà ce qu'on appelle le dilemme de l'omnivore qui, qui, a, qui a une grosse palette de trucs à manger, mais il faut qu'il fasse gaffe à pas manger des plantes poisonneuses, des fruits pourris qui contiennent des toxines, et des choses comme ça. Bon, et donc cette fondation fait beaucoup appel au dégoût. D'ailleurs, toutes les fondations font un peu appel au dégoût. Quand on est choqué moralement, on a un sentiment de dégoût. Mm. C'est que en fait, les neurones utilisés qui historiquement étaient utilisés dans la sensation de dégoût ont été recyclés par l'évolution pour donner des intuitions morales. D'ailleurs, la thèse de doctorat de Jonathan Haidt était sur le dégoût comme émotion morale, en fait. Et c'est beaucoup utilisé, ça nous permet d'éviter les pathogènes, les microbes, les toxines, mais c'est aussi, du coup, il y a un lien, on moralise un peu ces trucs. Quelqu'un de sale, on va le juger moins moral que quelqu'un de propre. C'est peut-être pour ça qu'on est très obsédé dans notre société à être très propre, à prendre absolument une douche par jour, à mettre du déodorant. Je ne sais pas. Alors, les gens d'extrême droite qui accordent énormément d'importance à la pureté sont très obsédés par le- les idées de contamination, de choses comme ça. D'ailleurs, dans les conversations de table de Hitler, on voit il est obsédé par l'idée que la race aryenne soit contaminée par les juifs, l'infiltration bolchevique. Voilà, il y a un côté paranoïaque. Bon, et là, et les partis d'extrême droite, c'est toujours, on va être contaminé par des influences extérieures, les, les étrangers, tout ce qui est étranger au groupe. Voilà. Et d'ailleurs, on a montré que en fait, la charge pathogène historique dans une région donnée du monde euh, est corrélée au conservatisme social. Parce que c'est utile de se méfier à l'époque, dans une époque où le risque épidémique est grand, il y a une utilité à se méfier des étrangers qui peuvent qui peuvent être la source d'épidémies dans notre groupe social. D'où viennent un peu les divergences politiques? Est-ce que c'est juste parce que les gens ont eu une éducation différente? Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu une culture différente? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect génétique, le fait que certaines personnes auront certains gènes qui favoriseraient un caractère, une psychologie qui les rendrait plus à même à adhérer à une ou l'autre des opinions politiques? Et est-ce que c'est possible de changer quelqu'un de bord politique, de mentalité politique, d'après ce qu'on vient de voir? Ah, ben, c'est très difficile. On ne change pas juste avec des arguments, sinon il y aurait. Ça fait 200 ans qu'il y a une droite et une gauche, et il y en a, il n'y en a aucun qui a eu l'argument qui tue pour convaincre tout le monde de devenir de droite ou de gauche. Non, en fait, c'est un mélange d'environnement, de génétique et d'environnement. Je crois
les gènes, quand on prend les différences d'orientation, alors l'orientation politique, c'est pas euh, le, le contenu programmatique des différents partis. Mm. C'est vraiment c'est sur des axes un peu très généraux, gauche-droite, parce que les programmes des différents partis politiques ont grandement évolué au cours du temps. C'est vraiment droite-gauche, euh, progressiste, conservateur, ou sur l'économie plutôt libérale, plutôt interventionniste. Voilà, c'est sur ces grands axes. Et là, c'est disons, allez, moitié-moitié. Il y a quand, 50% de la variabilité entre les voilà, sujets c'est la retenus. variabilité, 50%. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est. Ça veut Oui, pas dire que 50% des opinions sont causées par des gènes et 50% des opinions sont causées par l'environnement. oui. C'est juste les différences. Parce qu'en en fait, on vit tous un peu dans la même société. Donc, si on comparait si on mettait dans la comparaison les gens du Moyen Âge, on aurait l'impression que c'est l'environnement qui détermine massivement et que les opinions politiques et que les gènes ne comptent pas pratiquement pour rien. Donc, quand on dit 50% de la variation s'explique par les gènes, c'est dans une société donnée, Mm. avec quand même une uniformisation culturelle. Et puis, pourquoi aller au Moyen Âge? Si on prend un autre pays, il y a des mentalités très différentes et on va trouver des options politiques très différentes. Les gènes jouent un rôle important dans notre orientation politique et l'environnement joue un rôle important. Et les deux ne sont pas non plus complètement dissociés. Si on a des prédispositions plutôt à aller à gauche, ben on va peut-être fréquenter un peu plus de gens de gauche, et puis après, par imprégnation sociale, on va se radicaliser un peu et pareil, Jonathan Haynes montre l'exemple de deux frères ou de deux sœurs. Voilà, il y en a un qui est un peu plus conservateur que l'autre, et l'autre est un peu plus progressiste. Donc le conservateur, il va plutôt être bénévole à sa paroisse. Voilà, puis il va fréquenter des gens un peu plus conservateurs et donc il va plutôt s'orienter vers le parti républicain. Et celui qui est un peu plus progressiste, voilà, donc il y a une la différence de gène n'est pas du tout énorme entre les deux, mais en renforçant les tendances, voilà, le progressiste va aller faire ses études en ville et puis il va plutôt militer dans une association ou lire des trucs ou fréquenter son syndicat étudiant et donc voilà, fréquenter des gens de gauche. Et puis du coup, hop, il va s'orienter vers le Parti démocrate. Ah, il y a une espèce d'amplification à partir de Là, il y a une différences amplification. qui au départ n'étaient pas très grandes et qui apportissent. C'est un peu comme aussi euh, la bulle qu'il y a dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire on va commencer à regarder tel contenu, on va regarder des contenus ensuite qui sont très similaires, et donc on pourrait dire, se radicaliser en tout cas Voilà, on se tout seul. radicalise tous. Mais ce qui veut pas dire extrémiste. Mais voilà, on va tous faire du biais de confirmation. Voilà, on va choisir de lire un journal, Libé ou le Figaro. Voilà, puis ça va de lire Libé. Enfin, bon, on va dire que Libé est plutôt de centre-gauche maintenant. Voilà, si on va prendre, voilà, si on commence à lire l'Humain, qui est bien à gauche, ben, on va avoir que des informations qui vont plutôt nous renforcer dans nos opinions. Et pareil pour le Figaro, on va être renforcé dans nos opinions. Pour essayer d'être modéré, il faudrait faire l'effort de lire tout. Alors moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais le pire, c'est les algorithmes de YouTube. C'est infernal. Où je m'aperçois que dès que je regarde un peu plus de trucs, il, il faut constamment que je droitise mon algo. Je- Parce que ça y est, moi, ça y est, on me pousse tout de suite. Comme je suis de gauche, je vais voir un peu plus de trucs de gauche que de trucs de droite. Et donc, ça y est,
on me radical. C'est terrible, hein, parce que là, on a que des trucs qui. Il veut que nous renforcer. J'ai l'impression que c'est un truc. Il y a un côté. On est dans une boîte de Skinner là, avec des renforcements. C'est atroce. Mais d'ailleurs, ça me permet d'aborder la prochaine question. Donc là, on a un peu parlé des valeurs en politique, de la psychologie morale. Est-ce que, selon toi, il est possible d'avoir une droite qui se préoccupe de façon assez sérieuse des animaux? Est-ce que l'animalisme est condamné à rester cantonné à gauche, si on reprend une de tes conférences? Alors, c'est une vaste question. J'ai pas disons pour l'animalisme, je ferai une forte différence entre animalisme et antispécisme. Pour l'animalisme, oui, il n'y a aucun problème. Euh, D'ailleurs, historiquement, la droite était autant animaliste que la gauche, peut-être même davantage. D'ailleurs, Euh, peut-être en précise pour ceux qui nous écoutent, l'animalisme, on pourrait voir ça comme une préoccupation pour les animaux. L'antispécisme, c'est quelque chose de plus spécifique, c'est de considérer que le critère de l'espèce en soi, en particulier appartenir à l'espèce humaine, ça n'a pas de pertinence morale pour savoir comment on considère nos intérêts. Donc, précision faite, tu peux continuer. bah, la première loi de protection animale en France, on la doit à un député de droite, qui était le général Gramont. Donc c'est contre les sévices perpétrés en public. On pouvait pas aller chez les gens pour vérifier à l'époque. Alors, on dit que ses arguments étaient humanistes. Alors, oui, c'est quand il a refait sa proposition de loi, mais au début, il avait utilisé des arguments animalistes. C'était vraiment sur la souffrance animale. Il donnait beaucoup d'exemples sur les chevaux. C'était très. Il y avait du pathos dans son discours. Mais alors, du coup, il s'est fait moquer par les socialistes, les libéraux et certains conservateurs. Donc, il était ridiculisé. Donc, il a revu sa copie et il s'est rabattu sur un argumentaire humaniste que la violence envers les animaux entraîne la violence envers les humains. Et lui, il était membre du Parti de l'Ordre. C'était un député de la Seconde République. Donc, le Parti de l'Ordre, c'était celui de Louis-Napoléon Bonaparte, qui était un parti bien à droite, comme son nom l'indique. Et même avant, je dirais, avant l'antispécisme, les animalistes étaient probablement plus de droite que de gauche, puisque David Olivier m'a raconté que lui, il a tardé à devenir végétarien à cause de ça. Il trouvait les animalistes de son époque, dans les années 80, il les trouvait réacs, puisque les figures de l'animalisme à l'époque, c'était Brigitte Bardot, qui était de droite. Euh, elle soutenait Raymond Barre, elle a soutenu Raymond Barre en 86, je crois, pour la présidentielle. Euh, les gens qui s'occupaient des chats, des chats errants, ils trouvaient qu'ils avaient des opinions très réactionnaires. Donc voilà, ça le rebutait. Et puis bon, il a quand même fini par devenir végétarien. Mais ça a été un frein, tu vois. Et, ça me permet d'anticiper avec la question, voilà, si une cause est, que tu vas peut-être me poser, si une cause est trop étiquetée d'un côté ou de l'autre, elle peut rebuter l'autre camp. Hmm. Donc c'est bien d'avoir de la diversité pour ça aussi, pour pas s'aliéner toute une partie des gens. Tu avais même une animaliste célèbre qui a publié, qui était militante au Front National de Jean-Marie Le Pen. Ok, c'était pas du tout pour les plus jeunes, c'était pas du tout le Rassemblement national de Marine Le Pen. C'était un parti antisémite, euh, raciste ou raciste avec des gens qui tenaient des propos de racisme biologique. Enfin, c'était vraiment avec des anciens Waffen-SS parmi les fondateurs, enfin, Ah oui, et des du bien gros communistes, racisme. Action France. Voilà, c'était vraiment l'extrême droite véritable. Voilà, le parti de Marine Le Pen a pu beaucoup de liens avec cette époque.
faut bien se rendre compte de ce que c'était. Donc pour les gens de gauche à l'époque, David Olivier, quoi, il y a une fasciste qui est animaliste, donc je veux pas être animaliste. Voilà. D'ailleurs, si on revient un peu à la question, est-ce que les gens de droite peuvent devenir animalistes? Bon, on voit qu'il y en a qui le sont. Et d'ailleurs, plus récemment, il y en a pas mal qui se sont revendiqués de droite et qui sont animalistes. Il y en a un, par exemple, qui allait aux médias Valeurs Actuelles. Il se définissait même comme antispécisme en donnant une... J'ai pas écouté totalement ce qu'il disait, mais dans le souvenir, il disait, il avait une définition assez correcte de l'antispécisme, enfin celle que j'ai donnée, et ils s'en revendiquaient. Alors c'est vrai que, pourquoi je posais cette question, c'est que tu disais les valeurs qui distinguaient souvent les progressistes et les conservateurs. Généralement, on définit la droite comme le conservatisme et les valeurs conservatrices. Forcément, déjà, la cause animale, c'est souvent perçu comme quelque chose d'assez nouveau. Donc, si on est conservateur, on va pas être très amené à se préoccuper des animaux. Sans compter s'il s'agit de remettre en cause pas mal de traditions, rien que la corrida par exemple, bon nombre Mmh. de méthodes de chasse, l'élevage lui-même, la pêche, tout ça, tout ça. Donc je pense que c'est pour ça que faut quand même être conscient que la droite, en tout cas dans le sens conservatisme, c'est un frein à la cause animale, ou plutôt c'est difficile d'être conservateur et préoccupé pour les animaux, sachant aussi il y a la valeur de la loyauté dont tu parlais tout à l'heure, qui réfère pas mal au tribalisme, c'est-à-dire, on va se dire, se préoccuper avant tout de ceux de notre groupe, et ceux de notre groupe, ça peut aussi, ça peut souvent inclure les humains, c'est-à-dire, alors on va se préoccuper de notre famille, de notre nation, mais bon, et ensuite de l'humanité, et les animaux ils seront un peu perçus comme des membres bien extérieurs au groupe. Et je pense que cette tendance à refouler les animaux comme des membres extérieurs au groupe et peu à considérer, on la retrouve beaucoup plus à droite. Donc c'est pour ça que je pense que c'est difficile d'être conservateur au sens où on l'a donné et être animaliste. Cela étant dit, je pense que la droite, en tout cas ceux qui se définissent de droite, ne sont pas forcément conservateurs dans le sens ils n'acceptent aucun progrès et ils sont très tribalistes. Il y en a qui peuvent se définir de droite parce que ils sont de droite économique, ils sont pour le libre-échange, ils sont peu pour l'interventionnisme en économie. Il y en a qui se définissent de droite parce qu'ils sont contre l'immigration. Il y en a qui se définissent de droite parce qu'ils sont contre la façon dont certains sujets sont discutés à gauche. Il y en a qui se définissent de droite parce qu'ils prônent le travail, ils peuvent prôner l'honneur, ils peuvent prôner tout un tas de valeurs qui, au fond, fondamentalement, ne s'opposent pas à l'animalisme. Donc je pense que c'est aussi une raison pour laquelle il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens de droite qui soient animalistes. Si le conservatisme, à mon avis, s'oppose pas mal à l'animalisme, euh, beaucoup d'autres valeurs de droite ne s'y opposent pas. Et donc, c'est pour ça qu'il me semble qu'il n'y a pas de contradiction inhérente à avoir une droite qui se soucie des animaux. Et quand je dis qui se soucie des animaux, c'est pas juste des chats et chiens, mais ça veut vraiment dire qui défend les animaux, qui, par exemple, veut s'opposer à l'élevage intensif, voire l'élevage tout court, à tout un tas de traditions. Je suis pas sûr que systématiquement on voit les animaux comme appartenant à un groupe différent. Il y a pas mal d'études que je cite dans la psychologie morale au service des animaux, de, en fait d'intuition où les animaux de compagnie en particulier sont perçus comme faisant partie de la famille ou au moins du groupe et on va les préférer on va les favoriser par rapport à des humains qu'on connaît pas lointains. Alors, c'est vrai, après, on pourrait faire valoir que les revendications animalistes portent souvent bien au-delà des animaux de compagnie. Et donc, si on est très tribaliste, ça va être plus compliqué, à mon avis, de se soucier des animaux d'élevage, voire même des animaux sauvages. Ben, aujourd'hui, on côtoie surtout les animaux de compagnie, mais dans le passé, les gens, les paysans travaillaient avec des animaux et donc ils avaient des intuitions. Et après, tu as les éleveurs, eux,
Je ferai une différence entre les éleveurs industriels qui, là, ils voient les animaux comme des machines, et les éleveurs, disons les bergers qui ont des moutons, là, ils vont peut-être plus avoir beaucoup plus facilement de l'empathie pour leurs animaux et pas. Et quand tu fais des enquêtes, ils vivent pas très bien le fait d'envoyer des animaux à l'abattoir. C'est un mal nécessaire parce que oui, économiquement, il faut le faire, etc. Mais ils sont plus emmerdés, disons, que par les mangeurs de viande qui achètent leur viande au supermarché. Ils voient pas tout le processus de production. Donc eux, ils vont pouvoir, oui, les animaux, c'est un truc lointain qu'on voit pas. C'est vrai qu'on a parfois tendance, dans le milieu animaliste, de- de- à interpréter un peu la psychologie des autres de façon peu charitable, et je pense que ça, c'est pas nécessaire, typiquement, de voir les éleveurs comme des meurtriers sanguinaires qui un peu euh, veulent tuer, qui n'ont très peu d'empathie. Alors, on peut critiquer l'élevage et l'abattage sans attribuer des intentions qu'ils n'ont pas. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de ne pas caricaturer l'autre. Et c'est aussi ça un peu qui vient en compte lorsqu'on a des polarisations en politique. On va souvent attribuer aux adversaires, aux opposants, des intentions qu'ils n'ont pas forcément. Typiquement, dire telle personne n'est pas motivée par, je sais pas, euh, telle ou telle valeur. Typiquement, souvent les gens de gauche vont dire les gens de droite ne sont pas motivés par vouloir Ouais. préserver la civilisation ou vouloir la grandeur ou vouloir le respect ou vouloir l'ordre, mais ils sont plutôt préoccupés par la haine envers certaines populations. Voilà, oui, Et je pense que ça n'aide pas à voir clair dans le débat et ça peut facilement mener à des polarisations. Et de toute façon, ce que j'appellerais de la psychologie de comptoir, de attribuer une psychologie qui ne convient pas aux autres. c'est ça. Parce que parce qu'on se met à la place, on dit oui, si moi je disais ça, prenons un exemple. Oui, beaucoup de gens pensent que oui, les gens votent au Rassemblement national pour des raisons identitaires. Alors oui, des gens comme eux, donc des urbains diplômés, etc., qui votent au Rassemblement national, c'est probablement pour des raisons identitaires. Mais dans les territoires de déserts médicaux, de déserts de services publics, c'est pas du tout la motivation principale. La motivation principale, c'est que ça paraît être le seul espoir. Voilà, on a subi la désindustrialisation, on subit la concurrence des étrangers par la menace de la délocalisation et par l'immigration qui a pour but de faire baisser pression à la baisse sur les salaires. Donc on va pas voir les gens ne sont pas contre l'immigration pour des raisons identitaires, mais pour des raisons économiques. Marine Le Pen a trouvé le ton juste pour trouver un discours social qui parle à ces catégories. Puisque c'est des gens, pour eux, tous les services publics dysfonctionnent. Et en fait, sauf la police. Donc quand la gauche dit oui, la police tue, la police c'est pas bien, les gens les classes populaires qui vivent dans les campagnes ou les zones périurbaines, pour eux c'est un discours hors sol, c'est à côté de la plaque, puisque c'est le seul truc qui fonctionne. Alors, on va pas détruire ce dernier truc. Il n'y a même plus de café, il y a même plus de. Les classes sont surchargées, il faut attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez le gynécologue. Et tu as des gens de gauche, ils parlent toute la journée, ah oui, il faudrait instaurer oui, la transition, il faut faciliter la transition. De genre, etc. Alors les gens, c'est pas qu'ils sont transphobes, mais ça leur paraît, voilà, voilà, les histoires de changement de genre, oui, c'est très bien, mais voilà, nous on manque de, quand on a une rage de dents, il faut attendre 10 jours pour aller voir le dentiste. Donc c'est peut-être pas le plus urgent de. Est-ce que c'est si grave d'attendre 6 mois pour faire sa transition, quoi? Tu vois, c'est des trucs-là. La gauche est hors sol pour eux. Donc il va te, c'est pas qu'ils détestent les trans, qu'ils détestent les étrangers, c'est que c'est que ce que raconte Marine Le Pen, ça leur parle plus. En plus, oui, ils sont dépendants de leur voiture
leur mobilité, puisque déjà tous les services publics sont en ville, donc il faut faire de la route pour aller en ville. Donc quand elles parlent de oui, il y a trop de taxes sur l'essence, ça leur parle, tu vois. C'est, Mais je pense faut, que c'est faut, intéressant ce que tu dis parce que on réalise que c'est important de comprendre ce que les autres pensent de nous pour savoir si voilà, oui. notre message fonctionne. C'est-à-dire que euh, si on ne côtoie que des gens qui sont d'accord avec nos idées, ils auront peut-être pas trop de critiques envers nous, alors que si on côtoie si on regarde un peu ce que les autres disent de nous, ils vont avoir, ils auront des arguments, mais ils auront surtout des imaginaires sur nous, un imaginaire qu'on a hors sol, un imaginaire qu'on a des choses, qu'on est des bobos bourgeois, si on reprend un peu ce qu'on reproche beaucoup aux animalistes. Et c'est intéressant de prendre connaissance de ce que comment les autres se représentent nous, pour savoir un peu défaire ces clichés, et en tout cas pouvoir répondre en prenant en compte ces considérations. Exact, ouais, c'est très bien ça. C'est malheureusement pas assez pratiqué. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça que je défends souvent l'animalisme transpartisan, c'est-à-dire que euh, d'essayer de défendre un animalisme qui puisse parler à plusieurs personnes. Donc, car typiquement, si par exemple on défend les animaux et qu'on va avoir, je sais pas, un langage inclusif à chaque phrase, tout de suite les gens de droite Ah oui, vont trouver ça ignoble et ils vont pas du tout adhérer. Je dis les gens de droite, mais même les gens peut-être qui sont plutôt au centre, qui n'ont pas, ou qui sont juste pas très à gauche, vont trouver ça bizarre. Et je dis, même si on est d'accord avec l'écriture inclusive, il faut voilà. être conscient justement que d'autres le verront, que ce sera exclusif pour certains. Alors, j'ai pris cet exemple de l'écriture inclusive. L'idée, c'est pas de débattre de ça spécifiquement, mais de Oui, bien montrer sûr. que euh, quand on défend l'animalisme et en même temps d'autres causes qui sont très marquées à gauche et qu'on utilise juste le langage d'un des bords politiques, c'est je dirais l'une Ben des meilleures voilà. façons d'attirer le rejet de l'autre parti. T'as quelques études qui ont montré que, que l'écriture inclusive, ça fait penser un petit peu plus. Alors, je veux dire, ça va pas faire changer la face du monde. au- mais ça fait penser un peu plus. Mais si ça se généralise, les gens vont un peu zapper la terminaison inclusive. Donc c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle je pense que ça va pas changer la société. Donc c'est pas parce que je suis hostile aux progrès sociaux, voilà, c'est que j'ai pas donc il y a beaucoup de gens comme ça qui ça les ils trouvent ça chiant parce qu'ils voient pas l'utilité. Tu as beaucoup de gens qui sont choqués parce que c'est une atteinte à la langue française ou parce que c'est un truc de gauchiste et ils aiment pas les trucs de gauchiste parce que c'est un truc de gauchiste. Mm. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que euh, un des trucs que je prône et qui, à mon avis, peut permettre d'augmenter l'étendue de l'animalisme, c'est que les... c'est intéressant que des gens de droite se revendiquent animalistes parce que ça permettrait à d'autres gens de droite de s'identifier à eux et de se dire, ah bah oui, cette cause, elle n'est pas forcément la cause d'un bord politique seulement, mais c'est aussi la cause de gens qui pensent comme moi sur pas mal de sujets. Donc c'est pour... Et d'ailleurs, on l'a vu que quand il y avait l'interview d'un droitard animaliste, c'est comme ça que ça s'appelait l'interview, il y a pas mal de gens dans les commentaires qui disaient, ben oui, je m'identifiais parfaitement à ses propos, alors que ses propos c'était quand même... il prenait le véganisme, donc c'est quand même un degré élevé enfin, il était clairement animaliste. C'est intéressant qu'une diversité de gens puisse se valoir de l'animalisme pour qu'une diversité de gens soit d'accord avec et s'identifie avec ceux qui l'ont déjà prôné. Ça nous joint à une autre question, alors une question assez d'actualité, euh, c'est que penses-tu de l'affaire Hugo Clément? Ah oui, parce il est allé débattre avec Jordan Bardella sur un plateau de Valeurs Actuelles et on l'a accusé de légitimer le Rassemblement national, de banaliser, dédiaboliser. Alors, en fait, le Rassemblement national est dédiabolisé depuis longtemps. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression que les pestiférés de la vie politique, c'est devenu la France insoumise à cause du Hamas qu'ils n'ont pas voulu qualifier de terroriste.
et c'est et c'est le Rassemblement national qui leur donne des leçons d'antisémitisme. Un des arguments, c'est oui, ça va améliorer le Rassemblement national s'ils se mettent à parler d'écologie et des animaux, donc il ne faut pas améliorer le Rassemblement national puisqu'ils vont gagner les quelques points qui leur permettent d'arriver au pouvoir. Bon, c'est des hypothèses, ça. Enfin, je ne sais pas. Bon. Et puis aussi, je pense qu'il faut être conscient. Alors, c'est vrai que si on est contre forcément les idées d'extrême droite, c'est assez logique de se dire qu'il faut pas leur donner des points. Mais d'un autre côté, si on est animaliste, par exemple, on a intérêt à ce que, quel que soit le régime politique qu'il y aura, sachant que Oui, comme la droite a quand même un grand pouvoir, et comme la droite et même l'extrême droite a un grand pouvoir actuellement, c'est intéressant, enfin c'est même absolument crucial qu'ils aient des engagements pour les animaux. Et donc, c'est absolument crucial que s'ils doivent venir au pouvoir, ils ne soient pas en mode on autorise l'élevage intensif, on y va à gogo, mais plutôt qu'ils aient des propositions concrètes pour les animaux. Un truc, à mon avis, qu'il faudrait éviter, ce serait euh, que par exemple la droite se dise animaliste parce que oui, on défend déjà les animaux, parce que regardez, Marine Le Pen, elle s'est photographiée devant des chats et chiens, donc ça montre bien qu'elle tient ça à cœur. oui, par démagogie, ils vont dire des trucs animalistes, mais ce ne sera pas sincère. Après, on peut adresser cette critique aussi aux partis de gauche. Peut-être Mm. qu'ils disent des trucs animalistes pour séduire leur électorat, mais ils ne le pensent pas vraiment. Comment savoir? Si tu as mis un truc dans ton programme, normalement, on pourra t'objecter, c'était dans votre programme, pourquoi vous ne le faites pas? Puis normalement, enfin, quand une thématique est abordée par un parti, il y a un groupe de travail qui planche là-dessus, et donc ça infuse, mine de rien. Même si même si le résultat est pas très, est un peu, comment dire, un peu faiblard. Ben, il y a ça avec l'écologie. Donc, Hugo Clément, j'ai vu le débat, il a principalement parlé d'écologie. Mm. Et, C'est juste à la toute fin qu'il a casé un truc sur l'animalisme. Il disait que il avait accepté de venir à condition que Valeurs Actuelles donne de l'argent pour une société, pour une association qui combat la chasse à courre. Là, ça avait un peu hué dans le public, c'était assez marrant, je trouvais. et alors, là, c'était d'autant plus choquant parce que bon, les gens de gauche, ils sont pas animalistes. Donc, peut-être qu'ils s'en foutent qu'Hugo Clément lui parlait d'animisme, mais normalement, ils pensent que l'écologie est une cause existentielle et ils disent qu'il faut absolument. Donc, et donc, faire passer des en fait, en disant oui, il faut pas rendre il faut pas que le Rassemblement national soit écolo. Ils font passer au second plan l'écologie. Ils préfèrent leur pureté morale à l'écologie. Donc en fait, je me suis dit, c'est pas ils sont pas vraiment, ils sont pas si écolos que ça, les gens de gauche qui critiquent, qui critiquent la venue de Hugo Clément chez Valeurs Actuelles. Ou alors ils pensent que de toute façon, ce sera du flanc. Il y a aussi ça. En fait, aux estivales de la question animale 2021, il y a eu une conférence de Sandro du parti d'Émeric Caron. Mais je crois que c'était en 2022, c'était, oui, 2022, oui, pardon. oui, oui, ça, c'était pas Révolution écologique écologique pour pour le le vivant. vivant. Et, et lui, il pense, en fait, son argument, c'était de dire bah, l'animalisme et l'écologie, c'est fondamentalement des trucs de gauche, et donc ça sert à rien d'essayer de rendre écolo et animaliste les gens de droite parce que ce sera toujours faiblard, etc. Il faut, euh, voilà, si tu penses, en gros, ils pensent qu'il faut révolutionner toute l'économie, etc. Et donc, ça se fera sans les gens de droite, ce qui est un peu bizarre. Je suis pas très convaincu parce que les gens de droite sont majoritaires, donc tu peux. Et aussi, je dirais que factuellement, il y a des gens de droite qui se revendiquent d'un animalisme assez, même qui sont largement animalistes. Je pense par exemple à quelqu'un qui s'appelle Vegan de droite, qui fait,
Ah oui, qui, carrément. qui, lui est complètement animaliste et qui est aussi complètement de droite, en tout cas sur des sujets comme l'immigration. Et d'ailleurs, lui, c'est un bon exemple de quelqu'un qui n'est pas, euh, qui, est, qui promeut quand même pas mal de progrès. Dire qu'il n'est pas contre, il est pas réactionnaire, il veut pas qu'on retourne, je sais pas, dans l'an au Moyen Âge. Et il est assez satisfait du progrès qu'ont fait les sociétés européennes. Et ce qui le caractérise de droite, c'est plus qu'il est contre l'immigration. Et donc c'est un bel exemple de quelqu'un qui se revendique de droite sans être un conservateur pur jus qui va... et donc ça montre que quand on définit la droite comme le conservatisme, ça peut nous induire en erreur. Faut peut-être distinguer conservateurs et réactionnaires, parce que Aussi. les conservateurs, ils veulent pas revenir en arrière. Ils veulent juste, ils sont hostiles aux changements trop brutaux. Mais oui, oui, vegan de droite, il est même pas conservateur. Il va être pour tu vois, les histoires de PMA et de mariage pour tous. Il est favorable. C'est vraiment l'immigration parce que oui, il pense que les immigrés n'ont pas les valeurs, sont pas progressistes en grande partie. Ils vont être, je crois qu'il a commencé par une critique très forte de l'islam qui était sexy, qui est comme religion sexiste. Mm. Donc oui, oui, oui. En fait, il y a tous les profils. C'est c'est intéressant, vegan de droite, parce qu'il a pas il a pas un profil typique tel qu'on se l'imagine. Il est de gauche sur certains sujets. Enfin, il ressemble aux gens de gauche sur certains sujets, aux gens de droite sur certains sujets, aux gens d'extrême gauche sur certains sujets, aux gens d'extrême droite sur certains sujets. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, mais qui n'apparaissent pas parce que à cause du côté défense de l'équipe, quoi. Voilà, on est de gauche. Voilà, quand tu es de droite, tu dois soutenir tel truc. Quand tu es de gauche, tu dois soutenir tel truc. Mm. Et si tu as un avis divergent, tu vas un peu le garder pour toi pour pas. Ah oui, et c'est justement l'un des problèmes qu'on peut reprocher à cette idée de package gauche et animaliste, qui est que ça va exclure des gens qui ont des profils plus atypiques. Parce on n'est pas que soit droite conservateur surtout, soit gauche progressiste surtout. Il y en a qui sont un peu mixtes. Et donc les gens un peu mixtes, ben, ils seront aussi rebutés par la vision d'un animalisme qui s'inscrirait forcément avec plein de luttes de gauche je sais pas, anti-capitaliste, anti d'autres choses. J'ai pas trop d'exemples. Et d'ailleurs, en parlant de est-ce qu'il faut inscrire l'animalisme à gauche, est-ce que on n'aurait pas aussi une expérience déjà passée avec l'écologie? Il me semble qu'aux États-Unis, euh, c'est à partir du moment où, en tout cas, quelque chose que tu disais dans un de tes articles, c'est que c'est à partir du moment où l'écologie s'était inscrite à gauche de l'échiquier politique qu'on avait vu naître un climato-scepticisme à droite. Est-ce que tu peux détailler un peu, développer? Alors, qui s'est développé, c'est que en fait, dans les années 90, il y avait autant de climato-sceptiques chez les démocrates que chez les républicains. Et à partir du film Une vérité qui dérange et de Al Gore, donc, qui était le vice-président des États-Unis sous Clinton, s'est mis à militer contre le changement climatique, etc. Ça a été perçu comme un truc de démocrate. Et donc, le nombre de climato-sceptiques a chuté chez les démocrates, mais a beaucoup augmenté chez les républicains. Et je pense que c'est pas que le seul. C'est peut-être pas le seul facteur, parce que quand sont arrivées les mesures à prendre contre le réchauffement climatique, bah, c'est des mesures beaucoup plus interventionnistes que ce qui plaît généralement aux républicains. Donc il y a peut-être aussi ce facteur. En tout cas, le fait que ce soit un truc de démocrate, ça a joué. Et, mais ça joue aussi, je pense que ça joue aussi pour l'écologie en France, hein, ce phénomène. Ouais, c'est dans les années 90 qu'ils sont devenus clairement à gauche, avec les Verts, et donc c'est devenu un truc de gauche, l'écologie.
Actuellement, il y a deux figures repoussoires pour les gens de droite. Ces deux personnes, c'est Sandrine Rousseau, qui est perçue comme la quintessence du wokisme. Donc, c'est quelqu'un de ELV. Et c'est Émeric Caron, euh, qui est, qui est la quintessence du bobo animaliste de gauche et donneur de leçons. Parce que c'est vrai qu'il est très donneur de leçons. Donc, c'est les deux figures. Alors là, on est mal, puisque si une écolo et un animaliste sont les punching balls de la droite, on est mal barré, quoi. Puis maintenant, Sandrine Rousseau, sa stratégie de com, c'est le clivage et le, le buzz. Tu vois, il y a une stratégie de communication selon laquelle le bad buzz, c'est quand même du buzz, donc c'est bien aussi. Donc en fait, faut être clivant, faut, voilà, si tu es diffusé en disant ouais, le dérapage de Sandrine Rousseau, c'est quand même bien parce que c'est diffusé. Et clairement, ça a l'air d'être sa stratégie. Tu vois. Dire des trucs clivants, choquants pour faire parler d'elle. Bon, mais alors, du coup, ça rend l'écologie inaudible. Et le féminisme aussi, d'ailleurs. Parce que les gens se disent, purée, si le féminisme, c'est Sandrine Rousseau, je veux pas être féministe. Donc, je pense, à mon avis, elle fait du mal à l'écologie, au féminisme, et même à la gauche. Une question qui est assez générale, en même temps, je pense, assez fondamentale. Est-ce que c'est important d'avoir de la diversité idéologique, psychologique au sein d'un mouvement? C'est-à-dire, est-ce que c'est important qu'un mouvement soit diversifié pour qu'il fonctionne? Quels sont les avantages qu'il y a à la diversité? Alors, outre ce qu'on a dit précédemment pour s'adresser à tout le monde, il y a aussi un facteur décisif pour avoir de l'intelligence collective, c'est de la diversité psychologique et idéologique aussi. C'est-à-dire que l'intelligence collective est pas mal corrélée à la diversité idéologique dans un mouvement. Voilà. D'ailleurs, alors, Jonathan Haidt en parle dans le cas de la recherche, parce que dans certaines disciplines, il y a un très fort déséquilibre entre progressistes et conservateurs, et du coup, on observe des, des biais dans la recherche. En plus, c'est plutôt dans les sciences sociales, donc c'est assez général, puisque en physique nucléaire, on s'en fout peut-être un peu qu'il y ait des gens de gauche ou de droite, mais parce que c'est vraiment les particules, bon, on s'en fout un peu de savoir. Mais pour les sociétés humaines, c'est quand même important d'avoir Ça peut facilement avoir de l'influence, l'orientation sur la, politique, lorsqu'on parle de sociologie. ben voilà, de sociologie, de psychologie sociale, même de psychologie tout court. Parce qu'en fait, la différence progressiste-conservateur, porte sur la façon d'appréhender les humains et le fonctionnement de la société. Euh, les- Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Les gens de gauche, en général, sont plus optimistes sur la nature humaine que les gens de droite. Et, déjà, je voulais dire un truc, c'est que la diversité des personnalités euh, existe chez les animaux sociaux parce qu'il n'y a pas une personnalité optimale. Il y a c'est pour certaines tâches et dans certaines situations, une personnalité est plus adaptée qu'une autre. Hein, donc, suivant les situations, tu vois, chacun a ses forces et faiblesses, ses angles morts et ses intuitions fulgurantes. Je sais pas, par exemple, je pourrais donner l'exemple des anarchistes. Je, je les trouve extrêmement optimistes sur la perfectibilité de l'humain, qu'on va pouvoir sur, abolir je sais pas quoi, l'égoïsme, la cupidité ou des choses comme ça. Mais par contre, c'est les premiers à avoir vu que la révolution russe dérivait vers la dictature totalitaire. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont très sensibles aux oppressions et à la violence étatique.
Donc c'est eux, ils ont été sensibles les premiers aux alertes. Mm. Alors que les gens plus centristes, bon, ils sont l'autoritarisme, ça les choque moins que les gens anarchistes. Donc tu vois, même à l'extrême gauche, ça peut avoir les personnalités qui penchent plutôt vers l'extrême gauche ont leur utilité. Donc, voilà, c'est Ouais. pas. C'est pas, il faut que des personnes un peu de Voilà, centre. voilà, faut pas tomber dans le travers en disant bon, la gauche a des excès, la droite a des excès, donc c'est au centre qu'il y a la vérité. Non, c'est pas non plus ça. C'est suivant les situations. Ça peut être des gens très à gauche ou très à droite qui peuvent avoir raison. Donc il faut de la diversité politique, mais aussi de la diversité psychologique. Hein. Je parle de ça dans mon article de l'amorce, l'idéologie du tout social nuit aux humains et aux animaux, dans certains départements de sciences sociales, qui pourtant ont au cœur de leur doctrine, il faut de la diversité, mais alors c'est que de la diversité raciale, d'orientation sexuelle, de, de caractéristiques physiques ou de- ou comportementales comme ça. Mais pas de Voilà. diversité idéologique ou politique. Mais c'est pas c'est au contraire, ils prônent, c'est les départements les plus homogènes psychologiquement. Et alors, il y a peut-être des femmes trans, noires, lesbiennes, voilà, des gens comme des profils très atypiques. Mais s'ils pensent exactement pareil que les hommes blancs hétéros, ça apporte rien de mettre des femmes noires. En fait, ce qui compte, c'est la diversité du cerveau, de la couleur de peau. Et voilà. Donc, et donc, c'est des, c'est des départements où ils sont enfermés dans un carcan idéologique. Et bon, il y a eu un canular Socal au carré où des universitaires ont Ah écrit ouais. des canulars pour les publier dans les revues de ces départements et on s'est aperçu que le niveau de rigueur scientifique était très bas puisque c'est passé et ça a été publié. Et quand tu lis ça, ça paraît complètement délirant. Enfin, pour moi qui ne suis pas dedans, hein, les gens. Parce que moi, je précise, je ne suis pas woke. Les gens qui sont woke vont peut-être me dire que j'ai tort. Mais je trouve que les articles qui ne sont pas des canulars sont aussi d'un niveau scientifique très bas. Par exemple, un exemple que j'ai cité à plusieurs reprises, c'est Christine Delphi. C'est une féministe matérialiste Mm. et qui publiait dans des revues que de féministes matérialistes. Et moi, quand je la lis, je vois des énormités. Par exemple, elle dit oui, le, les féministes traditionnelles comme Simone de Beauvoir, elles expliquent la division sexuelle du travail. En fait, elles partent de la division de la biologie, le fait que les femmes font les enfants et, ont moins de force physique. Donc ça fait que les hommes vont se spécialiser dans certains métiers qui requièrent de la force et les femmes vont se spécialiser dans la tenue du foyer. Donc voilà, la différence biologique entre hommes et femmes, le fait dans l'investissement parental et de la musculature produit la division sexuelle du travail. Et ensuite, la division sexuelle du travail produit l'inégalité. Donc, en fait, le sexe entraîne la différence de sexe entraîne la division sexuelle du travail, donc les genres sociaux. Et ensuite, ces genres sociaux produisent l'inégalité. C'est Mm. ça le schéma féministe traditionnel. Et Christine Delphi dit, qui est tout à fait pertinent selon moi, je pense que ce schéma est vrai, mais elle dit non, c'est naturaliste, parce qu'on part de la biologie pour arriver à l'inégalité. Or, nous, on est antinaturaliste, mais dans sa bouche, ça veut dire expliquer le social que par le social. Partir de la biologie, c'est ça, naturaliste. C'est pas, voilà, parce que nous, les animalistes, on dit, pour nous, être naturaliste, ça veut dire. C'est pour ça que j'ai proposé la distinction naturalisme prescriptif, Mm.
qui est il faut suivre le naturel, c'est bien, l'artificiel, c'est mal, et entre le naturalisme descriptif, qui est de partir de tous les faits naturels, qu'ils soient biologiques ou autres, Mm. ou sociaux, parce que les humains sont des êtres naturels. Tu vois, en fait, le naturalisme descriptif, c'est la science. Oui. Tu tu fais pas de distinction entre tu prends toutes les causes, tu, tu prends toutes les causes et tu analyses le truc. Et le Mais naturalisme prescriptif, c'est plutôt l'appel à la nature tel qu'on le c'est voit. l'appel à la nature. Mm. Mais dans la bouche des sciences sociales, pour qui tout est social, ce qui est le cas de Christine Delphi, le naturalisme, c'est utiliser des facteurs non sociaux, donc physiques, biologiques. Et donc elle dit non, non, il faut pas partir de la biologie, c'est pas bien. Pourtant, le facteur biologique, là, il est physique, tu vois. C'est même pas de l'évopsie, de la psychologie évolutionnaire qui, voilà, c'est même physique, la reproduction. Même ça, c'est trop naturaliste à son goût. Il faut pas partir de ça, il faut partir du social. Donc elle dit, au début était l'inégalité. Alors, on ne comprend pas pourquoi il y a eu une inégalité au début. Bon, mais c'est le postulat de base. Ensuite, on a défini des rôles sociaux différenciés. Alors pourquoi ces rôles sociaux-là différenciés, elle ne l'explique pas non plus. Et ensuite, et donc on a créé les genres comme ça. Les tâches subalternes, on les a données aux dominés, et les tâches valorisées, on les a données aux dominants. Mm. Et ensuite, à la fin, on a cherché une justification idéologique à cette inégalité, et on a trouvé que il se trouve que les dominés avaient tous un vagin, et les oppresseurs avaient tous, les dominants avaient tous un pénis, et donc on a pris ce critère-là pour justifier l'inégalité. C'est pas très parcimonieux comme explication. C'est pas très participant. Parce qu'il faut, on se demande, moi je me demande par quel hasard ça a été, tous les dominés avaient un vagin, et tous les et puis et son argument, c'est est-ce qu'on dit oui, ben pour elle c'est parfaitement logique, parce qu'elle dit oui, mais parce qu'on voit pas pourquoi les humains accorderaient plus d'importance aux organes sexuels de leurs congénères qu'à d'autres critères comme la forme des oreilles. Alors que, bon, pour moi, que des animaux à reproduction sexuée accordent de l'importance au sexe de leurs congénères, pour moi, ça me paraît évident la raison. Mm. C'est la reproduction, le succès reproductif. Si tu ne vois pas le sexe de tes congénères, t'as beaucoup moins, tu te reproduis moins, La fitness est diminuée. la fitness est diminuée. Mm. Et alors, tu vois, je me dis, ben, elle aurait publié dans une revue de sociologie normale, on lui aurait dit, non mais attends, il y aurait quelqu'un pour lui dire, mais comme ils avaient tous le postulat, il faut supprimer la biologie ne joue rien, ils ont trouvé ça cohérent. Oui, donc c'est un exemple de cas où l'homogénéité idéologique et psychologique a conduit à peu Et de... surtout, il y avait une sorte de grisement à l'idée de supprimer la biologie, de faire du social pur, parce que je veux dire, Christine Delphi, elle n'est pas conne, enfin, c'est tout, sauf une idiote. Elle est directrice de recherche au CNRS. Mm. Si elle avait réfléchi un tout petit peu, elle se serait demandé, c'est qu'elle avait envie, en fait, je pense. Elle voulait avoir une théorie purement sociale, donc elle a joué à plein son biais de sélection. Mais ce qui est pire, c'est qu'après, ça a été repris. Le coup de la forme des oreilles, c'est pas dans le texte. Elle parle d'autres caractéristiques physiques, mais c'est des militants féministes qui, je le tire l'exemple de féministes qui donnent des exemples comme ça, la forme des oreilles, la couleur des yeux. Bon, et donc ils ont répété ça et aucun n'a vu. Mais c'est parce que chez les féministes matérialistes, il y a une phobie de la biologie, mais même pas juste la psychologie. Ça, la psychologie, c'est pas populaire chez beaucoup de féministes hors des. Mais il y a même une phobie du corps. C'est fou.
Parce que ça, normalement, tu parles à un féminisme qui est pas trop. La plupart, ils disent, ben oui, il y a une différence biologique, les femmes ont un vagin, ça a des conséquences. Mais en fait, il y a beaucoup de féministes. J'ai appris ça en lisant. Là, je pensais que c'était limité au féminisme matérialiste. En fait, c'est plus général. C'est en lisant Féminicène que j'ai vu ça. Alors, je m'en étais un peu aperçu. Je pensais que c'était vraiment un truc féministe radical, mais elle montre que l'oubli, que le schéma féministe traditionnel dont j'ai parlé est en fait refusé par énormément de féministes. Ok. Et, et- et elle, justement, elle veut réhabiliter, elle passe toute la première partie du livre à réhabiliter ce schéma, parce qu'elle veut montrer, parce qu'elle veut expliquer pourquoi toutes les sociétés étaient patriarcales jusqu'à la révolution industrielle, et pourquoi le patriarcat s'est effondré dans de nombreux pays depuis la révolution industrielle. Et parce qu'actuellement, on se focalise sur les problèmes résiduels, mais en fait, elle montre l'énorme parcours qui a été fait en 150 ans, après 200 000 ans où les hommes avaient plus de, avaient le pouvoir politique. À la fois les progrès sociaux et aussi matériels, il me semble. Elle parlait de la baisse de la mortalité infantile qui avait Exactement. Puisque permis aux femmes de s'alléger du temps à passer chez elles. en fait, les deux facteurs qui infériorisaient les femmes, qui étaient le- l'investissement parental, le fait d'être tout le temps enceinte et pas tout le temps, mais très souvent enceinte à l'âge adulte, enceinte et allaitante, ça faisait qu'elle ne pouvait pas participer à de nombreuses activités. Et la différentielle de force physique, dans un monde où c'est l'outil de travail, il n'y a pas de machine, ben, la révolution au cours du 19e siècle, la mortalité infantile a baissé du coup et c'est amorcé la transition démographique. Donc voilà, tout le, les femmes étaient de moins en moins, passaient beaucoup moins de temps enceintes et allaitantes, ça les a libérées pour d'autres choses. Et, et la mécanisation qui a supprimé la force physique, toute la révolution domestique, l'eau courante, la machine à laver, donc toutes les tâches qui prenaient un temps fou euh, ont été réduites à peau de chagrin, et la tertiarisation de l'économie, qui est permise par les gains de productivité gigantesques produits par les machines, a, a fait que la plupart des emplois aujourd'hui n'ont pas besoin de force physique importante. Ce qui compte, c'est les compétences cognitives. Et là-dessus, hommes et femmes sont égaux. Mais elle dit que voilà, et si on réussit pas si on foire la transition écologique, on va manquer d'énergie et le, il risque d'y avoir plus de pandémies, donc peut-être plus de mortalité infantile, d'autant plus qu'il y a le problème alarmant de la résistance, de l'antibiorésistance. Donc elle alerte en fait les féministes en disant mais vous vous occupez de points de détail un peu lunaires. Elle aussi, elle trouve que l'écriture inclusive, c'est ridicule par rapport aux vraies menaces qui qu'il y a contre les femmes. Et elle appelle, j'ai trouvé ce bouquin formidable, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Vraiment, le bouquin est hyper convaincant. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une conférence qu'elle avait faite. Moi, je l'ai découverte à travers une conférence qu'elle a faite à Appala, aux petits acteurs l'avenir. C'était au festival du Low-Tech. Vous trouverez sur la chaîne YouTube, où elle résume un peu les thèses de son livre. En effet, c'est assez intéressant et elle montre des voies concrètes. C'est pas un discours où elle va dire le féminisme c'est nul, on jette tout. C'est plutôt justement si on veut permettre l'égalité entre les sexes, ou en tout cas permettre des avancées de maintenir les avancées dans les droits des femmes, il faut tenir compte de ces facteurs matériels.
Mais voilà. Ouais, Il y a bien sûr. beaucoup de gens, ils disent, ils croient que critiquer le féminisme ou certains aspects, c'est être anti. Voilà. Et elle dit bien, il faut être que que c'est pas le cas. Il y a pas, faut arrêter la pensée binaire. Vous êtes avec nous ou contre nous, etc. C'est faut. Elle veut améliorer. Moi aussi, on veut tous améliorer le féminisme. Parce C'est ça. qu'on m'a reproché ça. Des gens ont dit, oui, il critique Christine Delphi, c'est qu'il est anti-féministe, tu vois. Et d'ailleurs, si on revient un peu à la question de la diversité, l'importance de la diversité dans un mouvement, je pensais aussi Oui, peut-être au fait que les progressistes et les conservateurs ont souvent une psychologie différente, mais qui est dans une certaine mesure complémentaire. C'est-à-dire, les progressistes ont souvent plus d'ouverture d'esprit, les conservateurs ont aussi plus de conscienciosité. Et en fait, pour qu'un mouvement fonctionne, il faut avoir les deux qualités. Il faut savoir avoir de l'ouverture d'esprit pour évaluer, pour s'ouvrir de nouveaux horizons, penser à de nouvelles idées, être créatif. Mais il faut aussi avoir de la rigueur, de la conscienciosité et aussi un certain sens du travail pour que ça aille quelque part. Donc je pense que c'est aussi une manière très concrète par laquelle la diversité peut améliorer la destinée d'un mouvement et son fonctionnement. ben c'est ça, voilà. On sait que les progressistes et les conservateurs sont pas doués pour les mêmes tâches dans les entreprises. Par exemple, les gens qui fondent des startups sont en général psychologiquement de gauche, parce qu'ils ont une forte ouverture d'esprit. Et par contre, les managers sont plutôt de droite, parce que pour être manager, il faut avoir une forte conscienciosité. Donc heureusement que dans le domaine économique, les gens de gauche et les gens de droite coopèrent sans problème, parce que sinon beaucoup d'entreprises dysfonctionneraient. Il y aurait les entreprises de droite qui seraient bien gérées, mais sclérosées, et les entreprises de gauche un peu foutraques, avec des bonnes idées, mais un peu foutraques. Ouais, on voit. Et donc, j'imagine que ce qui est vrai pour une entreprise est aussi vrai pour un mouvement. Faut pas que le mouvement Vrai soit pour un sclérosé. mouvement et vrai pour un pays. Moi, je, je suis admiratif des pays à culture parlementaire avec des coalitions de gouvernement ou même les députés de l'opposition, ils font des... Voilà, là, tout le monde contribue. En France, il y a alors, nous c'est c'est de manière successive. Il y a, il y a la majorité qui est en fait, c'est la majorité qui fait tout et l'opposition fait de la figuration. Comme le parti de Macron est en position centrale, ça rend l'alternance un peu plus dure. C'est un peu un problème. Et puis, ce serait mieux que les, qu'il n'y ait pas que de la gauche et que de la droite successivement, mais que l'opposition ait quand même un rôle. Donc c'est pour ça, moi, je préférerais un régime parlementaire avec plus de coopération. Mais bon, bah, là, c'est mes vœux pieux de. Mais on voit à quel point ce sujet nous emmène très loin, traiter de Voilà. sujets Mais dans le sociétaux. mouvement animaliste, oui, il faudrait plus de. Bah, déjà, peut-être pour bien gérer des assauts, ce serait bien d'avoir plus de gens consciencieux et. Après, ça, c'est des tendances générales, c'est-à-dire que, évidemment, il peut y avoir des gens ouverts Bien d'esprit sûr, de bien droite sûr. et des gens très consciencieux de gauche. Mais en tout cas, c'était une réflexion. Voilà, oui, 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 il faut bien préciser qu'on parle en tendance statistique, c'est pas binaire. Mm, De toute façon, c'est un continuum. Quand on dit plutôt, voilà, c'est des corrélations mm. qu'on parle. Il y a une corrélation entre ouverture d'esprit et orientation. Ça va me permettre d'aborder le dernier sujet de cette interview, qui est celui de l'écologie. En fait, souvent il y a des conflits entre des écologistes et des animalistes. Par exemple, typiquement, les écologistes vont avoir plus une tendance à penser le groupe, mais souvent au mépris des individus, c'est-à-dire on va parler plutôt en termes de préservation des espèces, mais sans forcément se soucier du bien-être des membres de ces espèces. Et à l'inverse, les animalistes qui vont avoir plutôt la tendance opposée, et donc on aura pas mal de conflits entre les deux,
conflit qui, à mon avis, est surtout palpable sur le sujet de l'interventionnisme en milieu sauvage, que j'ai déjà pas mal abordé sur cette chaîne. Est-ce qu'il faut intervenir pour aider les animaux sauvages? Il peut y avoir des conflits entre écologistes ou animalistes. Je dirais plutôt à la limite entre l'éthique environnementale et l'éthique animale. Et ça, la question que j'aimerais te poser, c'est, à ton avis, est-ce que le, l'écologie actuellement est plutôt un frein ou un allié des animalistes? Bah, le gros sujet, c'est l'élevage et donc l'écologie c'est pas l'intervention, c'est encore théorique. À part quelques trucs dont on pourra parler, la conservation compassionnelle, mais où là les écolos je pense, auront pas de problème. C'est là où les écolos ont un problème, c'est les discours. Il faut éditer génétiquement les animaux. Mais je dirais oui sur le secteur comme il faut réduire, si on veut réduire le plus possible l'élevage, il faut les écolos sont nos alliés parce que il y a une raison écologique très forte à le faire. Et après, il y a des gens qui vont dire ah mais non, au niveau des valeurs, ça va pas. Donc, et c'est encore un truc de purisme idéologique. Voilà, il faut cocher toutes les cases. Si tu coches pas toutes les cases comme il faut, ah ben on va te critiquer, ça va pas. Après, tu as des gens, ils vont dire que les écolos sont pas très bien, sont pas les meilleurs avocats de leur propre cause en s'opposant au nucléaire, alors que c'est une énergie décarbonée, ou qu'ils s'opposent aux OGM, alors que dans certains cas, ça peut réduire la pollution. Bon, c'est un peu. C'est plus des parties de l'écologie que l'écologie en général. Bah oui, et, moi je pense déjà il faut employer les mots dans leur sens ordinaire. Et euh, Hmm. quelqu'un comme Thomas Lepelletier utilisait le mot écologie dans un sens euh, Environnementalisme, et éthique environnementale, écocentrisme. voilà, mais en fait très peu de gens sont comme ça. Ça correspond plus à l'écologie profonde. La plupart des écolos sont humanistes, anthropocentriques. Et je pense qu'il y en a pas mal qui peuvent être réceptifs au discours scientiste. Typiquement, si on parle d'écologie scientiste, on va dire... en fait, je pense qu'il y a pas mal d'écologistes qui savent pas exactement pourquoi ils agissent. Donc, qui réfléchissent pas vraiment à l'aspect éthique fondamental du problème. Pourquoi est-ce que je veux protéger la nature, la biodiversité? Souvent, ils vont dire, ben, pour protéger les humains, peut-être pour protéger les espèces, mais pourquoi protéger les espèces pour que la Terre fonctionne? Et pourquoi protéger la Terre, je sais pas, un peu pour les humains? Et, et je pense que quand on dit il faut pas partir du principe que les écologistes sont forcément inscrits dans une éthique d'écocentrisme, de biocentrisme pur. Il y en a pas mal qui d'une façon ou d'une autre, sont aptes à se soucier des intérêts des individus, des êtres sentients. Si je, typiquement, quand je parle à des gens il faut améliorer le sort des animaux sauvages, il y en a beaucoup qui sont tout à fait d'accord. Et, et en fait, ça leur paraît, ça leur fait un coup de nouveau dans leurs idées, c'est-à-dire, ah oui, tiens, c'est intéressant cet aspect, les animaux sauvages sont aussi des individus, je vais l'intégrer à ma réflexion. Il peut y avoir quand même beaucoup de convergence entre les deux mentalités animalistes et écologistes, même si, même s'il y a des débats de fond, des divergences de fond entre le sentientisme, le fait de se focaliser sur les êtres sentients, le biocentrisme, le fait de se focaliser sur le vivant en général, l'écocentrisme, etc. Oui, mais ça, c'est des théories un peu. Les gens aiment bien partir d'un principe et de. J'ai l'impression qu'il n'y a que chez les antispécistes qu'il y a des gens qui sont monistes des valeurs. Où, voilà, on parle que de on parle que de la scientience et voilà, c'est ça. Voilà, c'est la souffrance notre truc et on va tout interpréter. On va agir que dans le cadre que pour maximiser le bien-être des individus sentients. La plupart des gens, ils ont une pluralité de valeurs, ils s'occupent des individus sentients, des groupes,
pas que de la souffrance, de la justice, de la liberté, de la loyauté, voilà, de culture, de... J'aimerais à ce stade introduire une précision. On peut tout à fait être fondamentalement moniste tout en ayant une stratégie pluraliste. On peut tout à fait penser que seul le bien-être, seul le plaisir, la souffrance ont de l'importance morale et que toutes les autres valeurs ne sont que des moyens de satisfaire ces deux-là, tout en ayant une stratégie où on va parler en termes de justice, de biodiversité, de la vie, où on va essayer de faire appel à plusieurs valeurs qui vont parler aux autres, sans forcément être d'accord fondamentalement avec ces valeurs. Pour information, je suis en train d'écrire un livre en défense de l'hédonisme pur et dur, et s'il paraît, soyez certains que vous en serez informés. Allez, maintenant, finissons l'interview. J'avais une... Non, je crois que j'ai à peu près posé la plupart des questions que je voulais. J'en avais d'autres, mais en fait, on a déjà pas mal répondu à ça. Donc, je pense qu'on peut clore cette interview. Mais d'abord, est-ce que tu avais un message de fin à donner à nos auditeurs s'ils devaient repartir de cette interview avec une grande idée en tête? Quelle serait-elle? Ouf, je dirais, je dirais qu'on n'a pas suffisamment conscience du peu d'informations dont on dispose. On a tendance à juger les gens avec nos dispositions, en s'imaginant nous-mêmes à leur place, enfin voilà, en projetant sur eux nos dispositions psychologiques, nos connaissances, notre environnement matériel. Et du coup, on comprend pas pourquoi ils font ce qu'ils font et qu'ils pensent ce qu'ils pensent. Et donc, on en conclut, c'est qu'ils doivent être un peu tordus psychologiquement, ou pas assez moraux, ou, ou un peu salauds. Alors que si on vivait vraiment dans leur... si on vivait leur quotidien, on comprendrait mieux. Si on apprenait ce qu'ils savent, on comprendrait mieux. Et s'ils nous expliquaient plus en détail leur fonctionnement psychologique, on comprendrait mieux. Évidemment, on ne peut pas faire ça pour tous les humains. On peut faire ça avec les gens de notre entourage. D'ailleurs, on les comprend très bien, les gens de notre entourage. Donc voilà, il faut un peu d'humilité, peut-être lire un peu de la géographie, se rendre compte que les gens vivent dans des contextes très différents. Et, voilà, en fait, je dirais le mot de la fin, c'est se demander pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent. Et dire, à partir de l'a priori, il doit avoir de bonnes raisons, ne pas supposer que c'est des crapules. Ça peut arriver, il y a des connards dans le monde. Mais si on, mais c'est que à la fin, si on a vraiment étudié, si on s'est vraiment renseigné et que ça reste la seule explication, d'accord, c'est des connards. Mais avoir l'a priori qu'ils doivent peut-être avoir des bonnes raisons quand même, et voilà, et avant de les juger. Eh ben, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre, pour cette interview.